Bonjour et bienvenue sur Écran Partagé. Je suis Marc et comme vous le savez, avec Écran Partagé, nous nous intéressons beaucoup à l'industrie du jeu vidéo, à tous les métiers qui la composent, mais nous nous intéressons également à la psychologie avec quelques articles que nous avons. Et pour cela, aujourd'hui, nous avons l'invitée parfaite pour tous ces sujets. Nous avons Madame Célia Audan, stratège et consultante UX pour plusieurs grands studios de jeux vidéo. Bienvenue Célia. Merci Marc, bonjour à tout le monde. Avant qu'elle nous explique tout sur l'UX, pour les Français qui nous regardent, je souhaite juste mentionner qu'elle m'a donné l'autorisation de le tutoyer. Donc, je sais que c'est pas commun en France, mais en Amérique du Nord, c'est déjà plus commun. Donc, comment vas-tu, Célia? Ben, ça va bien et toi Marc, ça va bien? Oui, oui, ça va. Plein de choses à faire et puis Ah bah, des articles qui sont parus pour Écran Partagé, donc je suis content. ne m'en parle pas. Si j'ai plein de choses à faire. Es-tu revenu récemment de la GDC, c'est ça? Non, je suis encore dans la baie de San Francisco Oh, chez une amie. Ouais, mais ouais, je retourne, j'habite à Los Angeles et je retourne à Los Angeles la semaine prochaine. donc, pourrais-tu, s'il te plaît, nous expliquer qu'est-ce que c'est ton métier? Ouais, Stratège UX, c'est très bien, mais après, qu'est-ce que ça veut dire? c'est ça. Oui, alors déjà, UX, ça veut dire User Experience en anglais, donc c'est expérience utilisateur. Et c'est surtout une mentalité, un état d'esprit. Et l'idée, c'est de se mettre à la place des utilisateurs finaux qui vont utiliser un objet, un système, un service. Donc ça peut être une application sur le téléphone, ça peut être un service sur Internet ou un jeu vidéo. Et ce qu'on veut, c'est offrir la meilleure expérience possible. Et on est obligé de se détacher un petit peu de son point de vue à soi quand on crée quelque chose, parce que nous, quand on crée quelque chose, on sait ce qu'on veut créer, on sait exactement à quoi ça va ressembler, ce que ça veut dire. Mais quand c'est quelqu'un qui l'utilise pour la première fois, bah, ça peut être difficile à utiliser un produit. Ça nous arrive souvent quand on essaye d'utiliser quelque chose sur Internet ou sur une application et qu'on ne comprend pas comment ça marche et ça nous énerve ou on fait des erreurs. Bah, ça, c'est ce qu'on appelle des problèmes UX, c'est-à-dire que l'expérience utilisateur n'est pas optimale. Et mon métier, et le métier de toutes les personnes qui sont affiliées à l'UX, il y a quand même pas mal de types de rôles différents, bah, leur métier, c'est de s'assurer que l'expérience que les utilisateurs ont au final soit la meilleure possible. Et quand on parle de produits artistiques comme les jeux vidéo, on veut aussi s'assurer que ce soit l'expérience que l'on souhaite pour les joueurs dans le cas des jeux vidéo. Les jeux vidéo, donc c'est une forme d'art. Il y a des jeux vidéo où on veut que les gens réfléchissent ou soit dans des jeux d'action ou des jeux d'horreur. Donc, on crée des émotions comme dans le cinéma. Hein. Les personnes qui font des films veulent aussi créer certaines émotions chez les gens, ben, on s'assure que ces émotions-là et ce qu'on cherche à offrir, ben, c'est bien ce qui se passe. Donc voilà, donc c'est vraiment se placer du point de vue de l'utilisateur, faire en sorte que l'expérience qu'ils ont soit optimale. Si c'est un outil ou un service, faire en sorte que les personnes puissent l'utiliser et atteindre leur but, que ce soit déclarer les taxes sur Internet, c'est la période des taxes dont je parle, je pense à ça tout de suite, ou utiliser un service où voilà, on a notre téléphone avec plein d'applications et arriver à faire ce qu'on cherche à faire, que ce soit acheter un billet de train ou quoi que ce soit. Et pour certains produits comme les jeux ou tout ce qui est divertissement, etc., on veut aussi s'assurer que bah, c'est fun et c'est engageant et quand même que ça donne une bonne expérience. On a l'habitude d'entendre, enfin, on sait qu'il existe les game designers, les concepteurs de jeux, et donc ils conçoivent chacune des règles d'un jeu, par exemple, ou alors Mhm, ils conçoivent l'interface. Mais mhm. est-ce que c'est une autre sorte de game designer, stratège UX, ou c'est à côté? Dans l'UX, il y a plein de métiers différents. On ne commence pas stratège UX. C'est un peu un nouveau terme. C'est un terme qui me convient mieux pour ce que je fais moi actuellement. Mais en général, dans l'UX, il y a, on va dire, deux grands rôles. Il y a plusieurs rôles. Hein. Je ne veux pas non plus trop simplifier, mais disons qu'il y a deux grands types de rôles. On a les UX designers et on a les UX researchers. Donc, on a les chercheurs d'un côté et on a les designers de l'autre. Les UX designers sont des gens qui conçoivent les interactions et ce qu'on appelle l'architecture de l'information. Et par rapport au game designer, par exemple, le game designer va dire, voilà, dans ce jeu-là, on a un système de crafting, donc les joueurs vont pouvoir récupérer des matériaux. Avec ces matériaux, ils vont pouvoir confectionner des armes ou des potions ou quoi que ce soit. Le game designer va dire, ou la game designer va dire, on va avoir
tant de types d'ingrédients. Pour simplifier, disons qu'il y a allez, 5 pour les recettes qu'on peut faire dans un jeu, il va y avoir maximum 5 ingrédients. Dans le jeu, on peut avoir une centaine d'ingrédients. Peut-être qu'on a des ingrédients principaux et des ingrédients secondaires. Dans Fortnite, par exemple, on a 3 ingrédients principaux. Pour la construction, on a le bois, la brique et le métal. Et donc, les game designers expliquent les règles et quelles sont les caractéristiques, en fait, qui vont être nécessaires pour que le crafting soit intéressant dans le jeu. Oui. Les UX designers prennent ces informations-là et s'assurent de designer les interactions, aussi l'interface, comment les choses sont présentées. Alors, ils ne s'intéressent pas à l'esthétisme de l'interface, ils s'intéressent à la fonctionnalité de l'interface. Donc, par exemple, exactement. Donc, ça va être comment est-ce qu'on montre, par exemple, on va ouvrir son livre de recettes pour faire des recettes dans le jeu. À quoi ça va ressembler et que, si on veut crafter quelque chose, comment on l'affiche, comment est-ce que les joueurs décident, voient combien ils ont de matériaux pour la recette, est-ce qu'ils en ont assez, pas assez. S'ils n'en ont pas assez, comment est-ce qu'on va expliquer ça à l'utilisateur? Si l'utilisateur veut crafter quelque chose, est-ce qu'il va faire un drag and drop, comment on dit en français, un glissement, voilà, glisser, déplacer, ou est-ce que ça va être un double clic? Tout ça, c'est les interactions, comment est-ce qu'on va interagir et comment est-ce qu'on va montrer l'information pour qu'il n'y ait pas trop d'informations d'un coup, mais aussi que ce soit facile d'utilisation. Donc, c'est vraiment les UX designers. Les game designers dans les jeux vont s'intéresser aux règles du jeu et tout ce qui est caractéristique. Les UX designers vont s'intéresser à comment on va faire en sorte que les joueurs puissent faire ce que les game designers veulent que les joueurs fassent dans le jeu de façon efficace, efficiente aussi, et sans que ce soit compliqué et qu'on se dise, quand on a des jeux, des fois, il y a beaucoup de systèmes, on a un peu du mal à comprendre comment ça marche. Les UX designers doivent s'assurer qu'on n'ait pas ce sentiment-là et qu'on ait plutôt tendance à se dire « ouais, ok, j'ai compris » et que ce soit plus ou moins intuitif. Ah, c'est ça. Les UX designers s'intéressent de comment on va montrer ça aux joueurs et faire en sorte que ce soit simple d'utilisation. Les chercheurs, eux, s'intéressent, ils vont tester l'expérience utilisateur. Et c'est eux qui vont… les UX designers peuvent faire ça aussi, mais disons que les chercheurs sont spécialisés on va tester le prototype, on va tester le jeu, on va tester le produit pour vérifier que les personnes utilisant le produit arrivent bien à utiliser le produit. Donc, on peut donner des tâches, par exemple, on demande aux gens, trouve le piège de feu, je ne sais pas quoi, machin chose, dans toute ta liste de recettes et essaye de le crafter. Et donc, on regarde comment la personne utilise et on prend des notes et on essaie de voir si c'est intuitif ou pas, s'il y a des problèmes, d'où ça vient et on donnera un rapport à l'équipe de développement et notamment les UX designers quand il y en a, pour dire, ça n'a pas marché, on suggère de changer telle ou telle chose pour que ce soit plus simple pour les gens. Donc, c'est les deux grands pans, on va dire, le design et la recherche dans l'UX. Et donc, les chercheurs UX, ils sont constamment en train de parler avec les personnes en charge des laboratoires de playtest? Absolument. En général, dans les grosses boîtes, c'est comme ça que ça se passe. Dans les plus petites boîtes, les UX designers ont tendance à faire beaucoup de choses. En fait, ils font aussi les tests eux-mêmes. Mais dans les plus grosses boîtes, oui, en général, il y a un laboratoire de recherche. On a les UX designers qui sont plutôt en général dans l'équipe de développement parce qu'ils ont besoin de bien connaître qu'est-ce qu'on cherche à faire, etc. Et souvent, on va faire des tests. Alors, ça peut être un test de carrément le jeu entier quand on est vers la fin du développement, mais on teste des choses vraiment très, très tôt. On peut tester l'interface, on peut tester les icônes qu'on va utiliser pour voir si les icônes sont assez claires ou pas. On peut tester un prototype, des fois juste sur papier ou un truc très simple, voir quel genre d'interaction fait sens. Donc, ils travaillent beaucoup, effectivement, avec le laboratoire de recherche. Donc, l'équipe UX, que ce soit chercheur ou designer, ils interviennent dès le départ du développement d'un produit? Il vaut mieux, oui. Alors, malheureusement, en réalité, ce n'est pas ce qui se passe parce que les gens ne connaissent pas bien l'UX et ne considèrent pas l'UX comme un état d'esprit. C'est vraiment un état d'esprit. C'est-à-dire qu'à chaque étape du processus de développement, on va s'arrêter et dire « Ok, c'est ça que je pense qui va être bien pour le produit, mais
on va vérifier en fait avec les utilisateurs, est-ce que c'est bien ça qu'ils comprennent? Est-ce que ça fait sens pour les utilisateurs? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent? Est-ce que c'est ça qui va résoudre leurs problèmes ou pas? On s'arrête en fait à chaque fois pour vérifier ça. Et donc, c'est un état d'esprit qu'on doit avoir tout le temps, dès le début, même dans la génération d'idées. En général, un produit, quand on développe un produit, on commence par de la recherche de terrain. C'est-à-dire disons qu'on veut faire, je vais prendre l'exemple de IDEO, qui est une grande entreprise de design et qui a beaucoup fait la promotion de ce qu'on appelle le design thinking, donc c'est un processus itératif de design. Imaginons qu'ils ont comme charge de développer un nouveau type de caddie. On dit ça aussi au Canada, caddie, on dit ça en France. Ouais, chariot. Chariot, voilà, dans des supermarchés. Mais avant de designer un nouveau chariot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les gens dans les supermarchés et voir quels sont les problèmes. Par exemple, s'il y a des personnes avec un bébé ou un enfant, quelles sont les frictions que ces gens peuvent avoir quand ils font les courses. On va mettre des escaliers à l'entrée. Oui, ça, de toute façon, d'un point de vue accessibilité, on évite les escaliers. Mais oui, effectivement, c'est tout ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va aller sur le terrain et on observe les gens qui utilisent les caddies et on regarde quels sont leurs points de friction. Et à partir de là, on va réfléchir, on va générer des idées pour redesigner le caddie du futur et afin de résoudre les problèmes des utilisateurs. Donc, on démarre avec les utilisateurs, on regarde quels sont leurs problèmes et c'est ça qu'on fait quand on design, on va régler leurs problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'on démarre du point de vue de l'utilisateur. Donc, dès le début, c'est très important de faire ça. Quand on ne fait pas ça dès le début, en général, les gens conçoivent les choses qui s'imaginent, ça va régler la solution pour tout le monde. Ah, ça va marcher, je suis sûr, ça va marcher. Bon. Exactement, et mon idée est géniale, et voilà. Et ça, on a beaucoup de biais, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais égocentrique. On s'imagine que parce que moi, c'est mon expérience et que moi, j'imagine que ça va marcher, que ça va être généralisable à toute la population, mais ça, c'est un biais, c'est pas le cas. Notre perception est subjective, il y a plein de cas différents qu'on ne peut pas tout prendre en compte. C'est le processus UX qui nous permet justement de se détacher de notre point de vue égocentré pour adopter le point de vue de plein de gens différents. Et on se soucie aussi tu l'as dit avec les escaliers, on se soucie de l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste regarder des gens qui n'ont pas qui sont pas en situation de handicap, par exemple. On va regarder pour tout le monde, tous les gens qui sont susceptibles d'utiliser le produit. On va s'assurer de prendre en compte tout le monde pour pas qu'il y ait des problèmes d'accessibilité ni des problèmes d'inclusion avec le produit. Et quand on ne fait pas ça dès le début, donc les gens font leur truc et puis ils vont se dire « Ah oui, tiens, on va faire un test avant de sortir le produit. » Et en général, quand c'est ça qu'ils font, on fait un test UX et on voit qu'il y a plein de problèmes parce que les utilisateurs ne comprennent pas, ne sont pas contents, ça ne marche pas. Et là, c'est trop tard en fait pour régler. Si on imagine faire un chariot pour les magasins, si on fait un test vraiment quand on est à la fin du prototype et quand on va passer en distribution massive, c'est trop tard en fait pour changer, par exemple, drastiquement la forme du chariot, par exemple. Tout est en train d'être fabriqué, tout est déjà… Exactement. Donc, on peut régler des petits problèmes. Par exemple, on va rajouter un truc sur le chariot. Change la couleur. Patch. Voilà, on change la couleur, on va rajouter des petites poches ou un truc comme ça, des trucs qu'on peut faire vers la fin du développement produit. Mais ce n'est pas suffisant pour offrir une vraie bonne expérience. Et donc, c'est trop tard. Donc, c'est pour ça qu'une approche UX se fait dès le départ. Et les gens qui sont stratèges comme moi, c'est des gens qui… en général, c'est des gens soit qui viennent de la recherche, moi je viens plutôt de la recherche, soit des gens qui viennent du design, qui évoluent dans un poste plutôt managérial, donc de gestionnaire. Et le stratégie UX, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est de s'assurer que dès le départ, on va avoir les bons processus, qu'on va finaliser vraiment quelle expérience on veut offrir, à qui sont les utilisateurs, parce qu'en fait, c'est important aussi de définir qui va utiliser le produit. On veut pas faire un produit pour tout le monde, en fait. On va faire un produit pour certaines personnes, pour résoudre certains problèmes. Et donc, c'est cette définition du U et du X qui va être très important. Et on commence par ça dans la stratégie. Et après, les stratèges UX s'assurent qu'on a que le processus est bien ficelé, qu'on a toutes les personnes nécessaires, qu'on a suffisamment de UX designers, par exemple, pour un projet. On va essayer d'anticiper, OK, combien de personnes on va
si c'est un projet comme un jeu vidéo, comme Fortnite, qui a beaucoup de systèmes et beaucoup de choses sur l'écran, on va avoir besoin de plusieurs UX designers. Pas une personne va pouvoir faire tous les systèmes. Donc, c'est anticiper combien de personnes on a besoin, anticiper quel va être le rythme des tests et à quel moment les faire. Et aussi, après, s'assurer de faire le lien avec le business, hein, parce qu'on a quand même besoin. Donc, les personnes en UX vraiment mettent en avant la personne. On s'assure que les utilisateurs, on défend les utilisateurs. Donc, on est vraiment du côté des utilisateurs. Mais malgré tout, il faut que le produit soit rentable. Et même si c'est un produit de service public, il faut quand même il n'y a pas besoin de rentabilité, mais il faut qu'il soit faisable. Donc, il y a quand même une question de faisabilité avec le budget spécifique, etc. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et pour un produit spécifique que l'on vend, la meilleure expérience, c'est de ne pas payer. Donc, c'est pas possible. Il faut quand même que les gens survivent et fassent de la rentabilité. Mais par contre, on ne met jamais le business avant l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on ne va pas… Il y a des gens qui… C'est ça, on va en parler après, je sais. Mais il y a des gens qui vont abuser et exploiter les biais humains. Par exemple, on ne fait pas attention quand on est pressé, on ne fait pas attention aux petits trucs qui sont écrits. Et donc, parfois, on souscrit à quelque chose qu'on ne voulait pas souscrire, on achète quelque chose en plus où on n'avait pas vu que ça avait été rajouté dans notre chariot virtuel. Ça, c'est ce qu'on appelle les dark patterns. Les personnes en UX ne font pas ça. C'est-à-dire on va faire en sorte que ce soit gagnant-gagnant. Oui, il faut que ce soit rentable, mais on défend les utilisateurs. On n'est pas dans une position d'exploitation des utilisateurs. Voilà, okay. Ça, c'est assez important à préciser. Tu parlais donc de friction quand l'utilisateur utilise donc l'application ou le jeu ou le chariot. Et donc de problèmes. Et tu parlais aussi de supprimer au maximum les frictions et les problèmes. Mais est-ce que parfois on veut laisser des frictions pour contraindre, pour forcer à un tel comportement? Oui, absolument. Donc parfois on peut vouloir des frictions, notamment pour la sécurité routière, par exemple. Ralentir ou conduire sur un dos d'âne, par exemple. On dit dos d'âne aussi au Canada? Oui, c'est ça. C'est pas une expérience agréable. C'est une friction, en fait, dans l'expérience. On rajoute quelque chose sur la route qui n'en avait pas besoin. Exactement. Et c'est pas agréable de conduire dessus. Mais on fait ça pour que la route soit plus sûre pour tout le monde. Ou tu démarres et puis tu entends la voiture qui fait bip, bip, bip. C'est une friction. C'est pas agréable. Mais c'est pour nous rappeler de mettre nos ceintures de sécurité. Donc, c'est ce qu'on appelle des nudges. C'est un terme un peu… c'est un terme qui nous vient… il y a un bouquin qui s'appelle Nudges de Richard Taylor et Cass Sunstein. Et ça, c'est quand on design des choses pour éviter des erreurs ou pour s'assurer que les personnes vont faire des meilleurs choix pour leur santé ou pour l'environnement ou pour la société. Ça a un risque d'être un peu paternaliste. C'est-à-dire que qui décide ce qui est bien pour la société. Oui. C'est pour ça qu'il y a toujours des questions d'éthique et c'est toujours très important de réfléchir à l'éthique et que ce soit transparent et que les gens soient d'accord. Mais parfois, on peut se dire, voilà, qui décide? Et notamment, il y a eu beaucoup de questions autour de ça, avec la pandémie notamment. Donc, qui décide de qu'est-ce qui est bien, si les vaccins, il y a beaucoup de gens qui discutaient des vaccins. Et donc, voilà, si on force les gens à se faire vacciner ou si on fait un pass vaccinal, si on a besoin d'un pass pour faire quelque chose, on crée une friction qui est censée être là pour protéger la majorité des gens. Mais quand on fait ce genre de choses, il faut qu'il y ait un débat public. Il faut que ce soit transparent. Il ne faut pas que ce soit imposé. Alors, ça peut être une loi, c'est toujours imposé. Par exemple, c'est imposé que tu dois mettre ta ceinture de sécurité. Si tu te fais prendre sans ceinture de sécurité, tu as un ticket. Mais pour installer la loi, il faut d'abord en débattre. Exactement. Donc, il y a toujours ce risque de paternalisme et de qui décide. Donc, ça, c'est important que ce soit
que ce soit transparent, mais oui. Après, il y a des frictions qui sont plus simples, hein. C'est-à-dire que, par exemple, un bouton qui va annuler la commande ou supprimer un fichier, on va rajouter une friction. Par exemple, on va rajouter un écran en disant « Est-ce que vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez faire ?» Ça, c'est une friction qu'on rajoute, ce qu'on appelle, on rajoute du workload, comment on dit en français workload ? Une charge de travail? Une charge de travail physique, c'est-à-dire on doit cliquer une nouvelle femme, mais ça, c'est pour éviter les erreurs. C'est-à-dire qu'on sait que les humains font des erreurs, commettent des erreurs, et donc on va rajouter des fois des frictions pour s'assurer que c'est bien ça que la personne veut faire. Ou par exemple, on ferme, on travaille sur un fichier, on le ferme, et on va nous mettre, est-ce que tu es sûr de fermer parce que tu n'as pas sauvegardé, par exemple, est-ce que tu ne veux pas sauvegarder? Donc ça, on rajoute une friction, mais elle est pour éviter les erreurs. Ou ça peut être dans des machines, parce que on travaille les ergonomes. En français, on utilise souvent le terme d'ergonome, en fait, que UX designer. Ils vont faire en sorte que, par exemple, si les tapis roulants, par exemple, il va y avoir des systèmes de sécurité et un gros bouton rouge facile d'accès pour l'arrêter. Mais par exemple, dans les trains, on a les boutons pour arrêter le train, etc. Mais c'est difficile d'accès, parce que justement, on ne veut pas que les gens se lèvent et s'appuient sur ce bouton sans faire exprès. Voilà. Donc souvent, on va mettre en place certaines choses qui sont plus difficiles d'accès, soit pour éviter les erreurs, ou soit pour éviter les accidents, que les gens se blessent, etc. D'accord. Ou c'est comme, là, je pense à un exemple dans un musée où il y a des barrières, elles ne bloquent rien du tout. On peut très bien voir, on peut très bien passer, mais c'est des barrières psychologiques pour dire aux gens de ne pas s'avancer trop près du tableau, des choses comme ça. Par exemple, une ligne sur le sol, ou carrément, on met ça fait aussi partie de… voilà, les gens ne doivent pas toucher, par exemple, parce que ça peut abîmer le… mais voilà, c'est une friction pour l'utilisateur. L'utilisateur a peut-être envie de toucher la sculpture, mais on l'empêche en mettant une barrière pour que tout le monde puisse en profiter et que la sculpture ne soit pas abîmée. Ça aussi, ça fait partie de l'expérience utilisateur. Mais pour le coup, on restreint l'utilisateur pour le bien de tout le monde. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'on fait. C'est partie des contraintes qu'on doit prendre en compte. D'accord. Et donc, est-ce que tous les studios ils suivent une certaine manière de concevoir l'expérience utilisateur? Non, alors malheureusement, l'UX, c'est quand même très marginal, hein, surtout dans le jeu vidéo. Alors, l'UX ou les facteurs humains, donc, la discipline, c'est facteurs humains et ergonomie. C'est de là que viennent le terme UX, c'est plus récent. En fait, mais avant, on parlait plutôt d'ergonomie et de facteurs humains. Ça a vraiment explosé juste après la Seconde Guerre mondiale. Et ça s'est vraiment développé à ce moment-là, mais ça s'est plutôt développé dans le design industriel, et notamment les machines, les rendre plus sécurisées, etc. Ça s'est aussi pas mal développé dans le web design. Il y a eu beaucoup de gens, des gens comme Don Norman et Jacob Nielsen qui ont formé le groupe NN Group, qui ont vraiment développé pas mal de cadres de travail. Et Jacob Nielsen, c'est lui qui a développé les 10 heuristiques d'utilisabilité pour le web, par exemple, qui sont très, très, très utilisées. En France, dans le monde francophone, on a eu Bastien et Scapin qui ont aussi développé des heuristiques. Une heuristique, c'est une règle, en fait, une sorte de règle qui nous permettent d'améliorer l'interface utilisateur, d'améliorer l'utilisabilité. Une de ces règles, c'est par exemple le système doit être transparent, c'est-à-dire qu'on doit comprendre comment utiliser le système à tout moment. Il ne doit pas y avoir des trucs cachés. Par exemple, il y a des objets qui sont un peu fancy, là, où tu ne vois pas trop où est la poignée ou comment on ouvre le truc. Ça, c'est un problème d'utilisabilité. Normalement, juste en regardant un objet, on doit pouvoir comprendre comment on l'ouvre, etc. Donc, c'est ce genre de choses. Ou, par exemple, la prévention de l'erreur. Donc, on doit s'attendre à ce que l'utilisateur fasse une erreur et donc on doit prévenir cette erreur. Et donc, comme ce que je disais, les écrans de confirmation, c'est ça. Donc, ça fait partie. Ça, c'est un exemple d'heuristique d'utilisabilité. Mais quand on parle d'heuristique, est-ce qu'on parle aussi d'hypothèse parce qu'on n'a pas pu le vérifier ou… Non, ces heuristiques-là ont été testées. Hein, elles ont été développées dans les années 90 pour la plupart. Donc, elles sont très
aujourd'hui, elles sont relativement fiables. Alors après, en fonction du domaine, il y a plus ou plus d'heuristiques, etc. Mais on a des heuristiques de base qui sont très fiables, hein. Après, parfois, on peut vouloir casser une heuristique pour une raison précise, hein, puisque l'expérience est... Alors, absolument. Alors, pour le coup, dans les jeux vidéo, on va laisser les joueurs faire des erreurs. Par exemple, ils vont mourir. On ne va pas les empêcher, oui, okay. par exemple. Ben voilà. C'est-à-dire que dans tout ce qui est artistique ou tout ce qui est du divertissement, bah oui, on va créer des frustrations, mais celles-ci, elles sont par design, elles sont intentionnelles. Par contre, on va enlever toutes les frustrations qui ne sont pas intentionnelles. Donc, dans un jeu vidéo, oui, on va pouvoir mourir et on va perdre des points et on va être blessé et on va devoir recommencer et comprendre comment ça marche. Bah, ça fait partie des frustrations qui sont intentionnelles. Et donc, il y a des heuristiques qu'on ne va pas suivre. Par exemple, si on a un jeu d'horreur, on va parfois avoir quelque chose dans l'environnement et le joueur pense que c'est un coffre et ouvre le coffre. En fait, c'est un monstre. Bon, bah là, c'est pas transparent. On l'a caché, Ouais. mais c'est fait exprès parce que c'est un jeu vidéo d'horreur. Donc, le tout, c'est d'avoir du consentement par rapport aux joueurs, que les joueurs sachent À quoi ils s'embarquent. à quoi s'attendre. Exactement. Donc, le consentement, c'est toujours très important aussi dans l'UX. Mais voilà, dans les formes d'art, ou que ce soit les films aussi, on va faire peur aux gens, on va manipuler leurs émotions, peut-être les faire pleurer, les faire rire. Donc voilà, ça dépend du produit. Donc c'est pour ça que moi, quand je parle de ces heuristiques, j'utilise le terme des ingrédients qu'on utilise, mais il n'y a pas de recette en fait. Il n'y a pas de recette pour faire un produit parfait ou pour faire un jeu vidéo parfait. Ça va dépendre de quel type de jeu vidéo, quel type de joueur et qu'est-ce qu'on cherche à faire. Ah, ok. Et donc, comment on fait pour devenir ergonome? Est-ce que Ouais. ça prend un doctorat, une maîtrise, un Alors, baccalauréat? comme je disais, il y a deux branches principales. Soit on s'oriente vers le design, soit on s'oriente vers la recherche. Ah, c'est Quand pas on l'un est qui mène à l'autre? Non, Pas en passer. général, c'est quand même deux branches différentes. Ok. Alors, il y a un tronc commun, hein, ce qui est les connaissances des sciences cognitives, parce que les sciences cognitives, c'est vraiment l'ossature, hein, de l'ergonomie et des facteurs humains, parce que dans facteurs humains, il y a humain, et on a des limites physiques et mentales. Tous les êtres humains ont des limites physiques et mentales. Et donc, les sciences cognitives, c'est plus l'étude des limites mentales et des processus mentaux des êtres humains. Donc, par exemple, la perception, l'attention, la mémoire, on sait qu'on a des limites. C'est-à-dire que l'attention, par exemple, on ne peut pas faire attention à tout quand on lit quelque chose. En général, on va porter notre attention à quelque chose et on filtre le reste. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a des gros boutons orange pour guider les utilisateurs, parce que sinon, on ne va pas passer notre temps à tout regarder. Si tout a la même taille et tout a la même forme, ça va nous prendre beaucoup de temps à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Si, voilà, moi, je veux acheter un billet de train et me faire ça en 2 minutes, je ne veux pas passer 20 minutes à faire ça. Donc, on attire l'attention des gens sur les éléments qui sont importants. Mais Les limites, pardon, ouais. sont quelque chose qui ont été utiles à notre survie, les limites de l'humain. Oui, absolument. Oui, sinon on ne serait pas là pour en parler. Mais par exemple, l'attention, Il fallait elle est se concentrer sur le danger, par exemple, ou sur exactement. récupérer Oui, la nourriture. absolument. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si on se balade dans la brousse, hein, parce que le cerveau qu'on a aujourd'hui, c'est le cerveau qu'on a déjà des milliers d'années avant, hein, c'est le même. Si on se baladait dans la savane, et qu'il y avait une lionne, tout de suite, on va voir la lionne, mais on va peut-être pas forcément voir le papillon là, qui passait, qui était joli. On a un peu une vision Oui, on n'a pas besoin tunnel. du papillon maintenant. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas pertinent à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on a une attention sélective. On va porter attention à quelque chose. Et donc, du coup, le reste, ça va passer à la trappe. On n'est pas du tout capable de porter attention à tout, tout le temps. Et c'est pour ça qu'on fait plein d'erreurs.
C'est pour ça qu'on ne va pas voir, il y a plein de jeux qui nous permettent de tester nos ressources attentionnelles, mais c'est pour ça que quand on lit un livre ou quand on joue un jeu ou quand on travaille, on ne va pas forcément faire attention à notre époux, notre épouse ou à quelqu'un qui va nous parler, on va faire on ne va pas faire attention s'il passe quelque chose autour de nous, parce que quand on est concentré sur une tâche, on ne peut pas faire attention à ce qui se passe autour. On n'est Et pas donc ça multitâche. fait peur. On n'est pas du tout multitâche. Ça fait un peu peur aux parents quand ils voient leurs enfants absorbés dans les jeux vidéo, mais c'est absolument normal et les parents sont aussi comme ça. Quand ils regardent leur série télé, quand ils sont vraiment plongés dans un livre qui est passionnant, on peut rater notre station de métro ou station de bus, par exemple, ça nous arrive assez régulièrement. Donc on a toutes ces limites qui est important de comprendre, parce que quand on veut designer les objets pour les gens et faire en sorte qu'ils aient la meilleure expérience possible, et on doit prendre en compte ces contraintes. On a aussi des contraintes physiques, bien sûr. Si on fait des machines, faire en sorte qu'on ait une machine qu'on puisse opérer sans se casser le dos ou sans se blesser, ni rien. Donc, on a à la fois des personnes contraintes pour l'utiliser en physiques. même temps. Voilà, sauf si Oui, ça a sauf si un c'est voulu, intérêt mais... pour la sécurité. Mais sinon, oui, on va s'assurer que ce soit sécurisé pour les personnes, donc d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue mental. Donc, c'est toutes ces contraintes-là qu'on prend en compte. C'est pour ça que les sciences cognitives, mais aussi des questions d'anatomie, pour le design industriel, c'est plutôt des questions d'anatomie aussi qu'on va regarder. Est-ce que voilà, par exemple, là, ces bouteilles, comment est-ce qu'on va être étudié pour que ce soit facile à ouvrir, etc., facile à utiliser. Ça, c'est du design industriel. Donc, on va plus se poser sur les questions physiques. Mais pour ce qui est plutôt digital, donc les ordinateurs, les applications, les jeux vidéo, ça va plus être mental. Parce qu'il faut, on voit une icône, est-ce qu'on a compris ce que c'est que cette icône, ou comment est-ce qu'on va opérer quelque chose sur nos écrans. Et donc, on a besoin de comprendre les contraintes mentales des êtres humains pour qui ces systèmes sont destinés. Donc, c'est pour ça que les sciences cognitives, c'est vraiment le cœur de ces disciplines, parce que c'est plusieurs disciplines. Et donc, souvent, c'est des gens qui ont un diplôme en facteurs humains ou en sciences cognitives ou en psychologie cognitive, etc. Mais après, on a les designers qui, eux, sont souvent plus dans la pratique. Donc, ils vont devoir pratiquer, donc faire plein de choses. Et ils apprennent Le ce qu'on graphisme, appelle... peut-être? Ou alors, il y a des éléments de ce qu'on appelle le design visuel et de graphisme, mais c'est quand même plus les designers résolvent des problèmes. Ah, ok. Ça va vraiment plus être du design thinking. Comme je te disais, penser d'abord à aller sur le terrain pour voir c'est quoi les problèmes des gens, et eux, ils veulent résoudre les problèmes des gens. Donc, c'est ça que font les UX designers. Et après, pour créer une interface et réfléchir au design d'interaction, comment les gens vont interagir avec l'interface, ils ont plein de lois qu'on appelle les lois de la HCI. Donc, HCI en anglais, c'est Human Computer Interaction. En français, c'est interaction humain-machine, donc IHM. Et donc, il y a des lois que les designers apprennent pour designer une interface. Donc, il y a plein de lois. Par exemple, la loi la plus connue, c'est la loi de Fitts Law. C'est une loi qui prédit le mouvement. Donc, par exemple, si on a un bouton en haut à droite d'un écran et que sur l'écran d'après, on doit cliquer sur un truc en bas à gauche, on sait que ça va demander plus d'efforts pour l'utilisateur que si le bouton sur l'écran d'après est à peu près au même endroit. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut prédire avec la Fitts Law, ou aussi à quel point c'est facile de viser un bouton. Donc, avec une souris, par exemple, plus le bouton est gros, plus on sait que ça va être facile pour l'utilisateur de viser sur ce bouton. C'est pour ça que les boutons qui sont les plus importants sont en général les plus gros, pour aider les utilisateurs à viser le bouton et cliquer dessus. Donc ça, c'est la Fitts Law qui est très, très connue. Donc les UX designers, donc il y a plusieurs noms, ça peut être aussi design d'interaction, ou on peut aussi parler d'ergonome. Ils vont prendre en compte ces lois pour commencer à faire leur prototype. Mais même en connaissant toutes ces lois, ils ne vont jamais sortir le produit ou le prototype parfait dès le premier coup. Il y a toujours une boucle d'itération, parce que l'expérience n'est pas contenue dans le produit. L'expérience, c'est ce que les gens ressentent dans leur cerveau, ce qui se passe dans leur cerveau quand ils interagissent avec le produit. Et comme
chaque produit est différent et chaque utilisateur est différent, ben, on a toujours besoin, même si on part avec des bonnes bases en suivant des lois de l'IHN, il faut toujours tester avec les utilisateurs pour faire cette boucle d'itération. Donc ça, c'est pour les UX designers, donc ils sont plus dans la pratique. Et après, on a les chercheurs qui sont eux plus dans la recherche, hein, comme son nom l'indique, qui vont faire des gros tests d'utilisabilité pour vérifier que ça marche bien. Et là, en général, pour devenir chercheur, on a quand même souvent besoin d'avoir un diplôme plus important. Donc, pour le UX design, c'est nécessaire d'avoir des bases en facteurs humains, ergonomie, sciences cognitives. On n'a pas forcément besoin d'avoir un gros diplôme. Par contre, pour la recherche, en général, c'est plus apprécié d'avoir un diplôme, soit master, soit PhD carrément, donc doctorat. Okay. Parce que pour faire de la recherche, on a besoin de pratiquer la recherche, et pratiquer la recherche, en général, ça fait plutôt du point de vue académique, parce que c'est assez compliqué de faire de la recherche, hein. Parce qu'on utilise la méthode scientifique vraiment comme de la recherche académique. Alors après, c'est beaucoup plus simplifié. On n'est pas là pour trouver la vérité. On est là pour faire un produit, donc ça va beaucoup plus vite, on prend moins de précautions, mais en tout cas, on suit quand même la méthode scientifique. Et la méthode scientifique existe parce qu'on est biaisé. Et l'être humain peut facilement voir un pattern alors qu'il n'y en a pas, voir une configuration ou tirer des conclusions alors que deux choses sont en fait pas reliées, hein. C'est souvent, il y a beaucoup de gens qui font, quand ils voient qu'il y a une corrélation, ils s'imaginent qu'il y a une relation de cause à effet, alors que oui. Pas forcément. Et donc, on a plein de choses qui peuvent mal se passer dans une recherche si elle n'est pas standardisée. C'est pour ça que la méthode scientifique, c'est une façon d'acquérir des connaissances en utilisant une méthodologie très standardisée et qui est là justement pour contrôler nos biais en tant qu'être humain. On a le biais de confirmation, on a le biais égocentrique, on a tous ces biais qui font que si on n'a pas une méthodologie stricte et très rigoureuse pour tester les choses, de vérifier chacune des affirmations. Voilà, c'est pour ça que la science, c'est très dur et c'est très difficile de tirer des conclusions. On l'a aussi vu pendant la pandémie, ça prend du temps et les gens ne sont pas forcément habitués à ça. Et c'est pour ça que ça crée parfois des tensions et les gens sont un peu confus. Mais la science, c'est pas juste une personne, c'est pas juste une étude. En général, c'est une communauté et il va y avoir une équipe de recherche qui va faire une recherche et trouver des choses. Elle va montrer toutes ces données. Ça doit être transparent. Voilà, c'est ça, on a pris avec tant de personnes, c'est ça le protocole qu'on a fait, etc. Et en général, une autre équipe de recherche refait la même recherche pour vérifier si c'est bien répliqué. Et si c'est répliqué, ça veut dire qu'on a plus de confiance que oui, ok, c'est bien ça qu'on a trouvé, mais souvent, il y a des problèmes de réplication. Une autre équipe fait la même recherche dans les mêmes conditions, mais ne trouve pas les mêmes résultats. Et c'est comme ça qu'on essaie d'avancer par la communauté. Donc, quand on fait de la recherche pour l'UX, ce n'est pas aussi pointu, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour trouver la vérité, mais on doit aller beaucoup plus vite pour sortir un produit. Mais néanmoins, c'est important de bien savoir conduire une recherche sans introduire de biais qui pourraient nous faire prendre de mauvaises décisions, en fait, pour le produit. Et donc, c'est pour ça qu'en général, les chercheurs UX viennent plutôt d'un point de vue académique et font des recherches à ce niveau-là. Comme ça, on sait qu'on a besoin de s'assurer que les gens savent conduire des recherches, savent faire des protocoles expérimentaux et savent analyser les données sans introduire de biais. Donc, c'est pour ça qu'en général, les chercheurs viennent plutôt d'une formation académique. Ok, j'avais plusieurs questions, moi, c'est passé partout. Oui, quand moi j'ai travaillé dans le web, je voyais des ergonomes, je voyais des UX designers travailler souvent, mais dès que je suis passé en jeu vidéo, c'était soudainement les game designers qui décidaient des règles du jeu et de comment on va indiquer qu'il n'y a plus assez de munitions pour le joueur. Dans les jeux vidéo, c'est plutôt les game designers qui décident des règles du jeu. Et comme je te disais, les UX designers ont un rôle en général plus restreint dans le jeu vidéo qui est long dans d'autres domaines. Et leur rôle est plus de savoir comment les joueurs vont comprendre ça. Excuse-moi. Vas-y. Faut des grandes équipes de développement pour pouvoir intégrer des UX designers? Ça va dépendre. Il y a des plus petites structures où en général, le game designer
où la game designer a aussi des notions en UX design et fait les deux. Ça dépend vraiment, mais dans les grosses structures comme Ubisoft ou Epic Games ou Sony ou EA, en général, on a les game designers qui établissent les règles du jeu et on a les UX designers qui implémentent, en tout cas font les designs pour s'assurer que ce que les designers les game designers cherchent à faire, c'est bien ce que les joueurs comprennent et arrivent à faire. Ok. Et donc, toi, tu as parlé plusieurs fois de Fortnite. Je crois que c'est un jeu sur lequel tu as pu travailler. Oui, j'étais directrice UX chez Epic Games au niveau studio de 2013. J'ai commencé en 2013 et j'ai quitté Epic en fin 2017. Et j'ai plus particulièrement travaillé sur Fortnite, avec l'équipe Fortnite. Et dorénavant, tu travailles sur plusieurs jeux, c'est ça? Dorénavant, je suis en freelance, donc je suis consultante, donc je travaille et avec des studios de jeux, donc petits ou grands, et aussi avec des sociétés en dehors du jeu vidéo. Souvent, c'est sur des questions de gamification, par exemple avec des applications de santé, des choses comme ça, où je fais aussi pas mal de formations donc sur ce qu'est l'UX. Je forme aussi sur les sciences cognitives, je donne une introduction, et je forme aussi sur les biais implicites qu'on a, et l'impact sur le design et aussi l'impact sur l'inclusion, parce que notre société n'est pas très inclusive encore. Et il y a beaucoup de problèmes qui proviennent de nos biais. Il n'y a pas que ça. Les problèmes qui proviennent de quoi, pardon? De nos biais Ah, de biais, implicites, nos biais cognitifs, par exemple, ok. qui font qu'on va, par exemple, souvent embaucher, si on est dans une position d'embaucher quelqu'un, on va souvent embaucher quelqu'un qui nous ressemble. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais pro-endogroupe. Et donc, si tu as souvent des personnes blanches qui sont en position d'embaucher d'autres personnes, c'est comme ça qu'on se retrouve avec beaucoup trop de personnes avec la même ethnicité perçue, plutôt que d'avoir plein de gens un peu divers et variés. Et des caméras qui détectent seulement les personnes blanches. Exactement. Ou des distributeurs de savon qui ne fonctionnent pas avec les peaux noires. Ouais, tout ça, ça vient beaucoup C'était de nos biais. hallucinant quand j'ai vu cet exemple. Ça marche pas. Mais... mais malheureusement, c'est dans notre société, c'est pour ça qu'on parle de biais de racisme systémique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les personnes qui sont en position de prendre des décisions ou de fabriquer des choses ou de designer la société, si elles sont toutes de la même ethnicité, si c'est surtout des hommes, et surtout des personnes qui viennent de la même catégorie socio-économique ou qui ont la même couleur de peau, ces personnes-là vont designer ou faire des lois ou créer la société qui leur ressemble. C'est pas un mal en soi, c'est qu'on a tous tendance à faire ça. Oui, on a l'habitude de voir ça, on sait comment Exactement, ça fonctionne. C'est ça. exactement, mais quand on est Pour dans le une produit. position de décisionnaire, on se doit d'être inclusif, donc on se doit de comprendre ça, on se doit de monter une équipe qui est avec de la diversité pour éviter ces problèmes-là. Et on doit aussi avoir un processus UX, parce que dans le processus UX, on s'inquiète de l'inclusion et de l'accessibilité. Ouais. Moi, par exemple, dans un de mes anciens jobs, j'étais programmeur et je devais concevoir une application qui détectait le visage et qui devait placer des marques des problèmes de peau. Et forcément, moi, je testais avec ma peau blanche et donc ça allait. Et puis, je devais constamment demander à mes collègues ayant la peau noire de venir vérifier. Ah, ça marche plus du tout. Oh mon Dieu, ça affiche n'importe où tout ceci. Et donc, je les embêtais à force, mais... Mais non, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est une démarche comme ça qui permet d'être inclusif. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça et ne comprennent pas pourquoi on parle de racisme systémique. Et ce n'est pas forcément volontaire. Et des fois, on n'a pas le collègue de peau noire qui peut nous aider. On n'a pas la personne, on n'a pas les ressources. C'est pour ça qu'on fait des tests utilisateurs avec avec beaucoup d'utilisateurs différents. Parce que oui, normalement, c'est une démarche, c'est pas juste on va prendre nos amis, les gens qui sont à côté de nous, on va vraiment aller voir les utilisateurs. Comment un bon échantillon. Absolument, c'est pour ça que c'est très important dans une démarche UX de faire ça.
D'accord. Est-ce que toi, tu peux nous parler de toi, ton chemin pour arriver dans l'industrie? Donc, tu as fait de la recherche, tu as fait un Ouais. doctorat, je crois. J'ai un doctorat en psychologie, plus particulièrement la psychologie cognitive. Donc, c'est pareil, hein, c'est comprendre les processus mentaux qui nous permettent d'acquérir des connaissances. Donc, choses comme le nombre, les mathématiques, la mémoire, l'attention, etc. J'ai été spécialisée plus particulièrement dans le développement de l'enfant. Et je suis un peu arrivée par hasard. J'ai commencé ma carrière, j'ai quitté le côté académique après mon doctorat. J'ai voulu travailler plutôt dans le privé. Et au départ, je me suis plutôt orientée vers les jeux éducatifs. Je travaillais chez VTech au début, donc c'est une société qui fait des jeux Ah et oui, ça me jouets dit quelque chose. éducatifs. Les, Voilà, les grandes consoles ou les grands ordinateurs avec des gros boutons. exactement. Ok. C'est ça. Et après, moi, j'ai grandi avec les jeux vidéo, donc j'ai toujours trouvé les jeux vidéo intéressants. Ce jouer, c'est en fait, c'est très important pour le développement de l'enfant. Et donc, les jeux vidéo font partie des jeux que l'enfant peut utiliser pour se développer. Et je suis un peu arrivée dans le jeu vidéo par hasard. Parce que je commençais à faire au début de ma carrière, j'écrivais des articles de vulgarisation. Je faisais des conférences pour expliquer aux parents que le jeu vidéo, en fait, c'est pas. Oui, il faut faire attention que l'enfant ne joue pas toute la journée et joue bien un jeu qui soit adapté à son âge et qui ne soit pas confronté à des images qui peuvent être choquantes pour l'enfant. Ce que j'essaie de faire avec le site. Voilà, mais jouer aux jeux vidéo, c'est pas un problème. Faut juste diversifier les activités. C'est toujours important pour le cerveau de diversifier les activités. Mais si l'enfant joue un peu aux jeux vidéo, joue au ballon, après boupine, puis après dessine, c'est pas un problème. Donc Même pour c'est pour les ça que enfants en bas j'ai. âge? Alors, ça dépend de quel jeu on parle et quel âge. De toute façon, en général, avant 2 ans, les enfants ont ce qu'on appelle un déficit vidéo, c'est-à-dire qu'avant, je crois que c'est 18 mois, on va dire, les enfants ont un peu ils vont pas bien apprendre avec ce qui se passe sur un écran. Ils vont apprendre essentiellement avec les interactions avec d'autres humains. Donc, avant 2 ans, on estime que ça n'a pas trop d'intérêt de mettre un enfant devant un écran, quel qu'il soit, sauf si c'est pour être en visioconférence avec ses grands-parents ou sa famille. Cela, dans ces cas-là, il y a une interaction humaine. Ok. Mais en général, on considère que ça n'a pas d'intérêt et que l'enfant ne va pas apprendre de toute façon par là. Donc, que ce soit les vidéos, des dessins animés ou des jeux vidéo, ça n'a pas grand intérêt avant 18 mois et ça peut détourner l'enfant de faire des choses plus intéressantes avec d'autres enfants ou avec des adultes parce que c'est là qu'ils apprennent. Après, 4-5 ans, au-delà de 2 ans, ça, ouais, alors ça dépend, il faut regarder un peu le développement de l'enfant. le développement de l'enfant, mais il faut regarder un petit peu c'est quoi le terme que je cherche ce qu'on conseille aux parents, mais en général, chez les enfants en bas âge, on ne conseille pas longtemps. Hein. Il ne faut pas que l'enfant reste trop longtemps derrière un écran. Ça peut être intéressant pour faire une activité, voilà, 20 minutes dans la journée, pourquoi pas. Mais plus l'enfant grandit et plus l'enfant peut peut-être passer après 7 ans, voilà, peut-être 1 heure par jour maximum. Mais c'est important que l'enfant ait une variété d'activités. On ne veut pas que l'enfant reste planté toute la journée devant l'écran, ni reste planté toute la journée assis en train de lire un livre non plus. Parce Donc, qu'il y a tout le développement moteur à oui, c'est aussi avoir, important. la vue, le focus, tout ça. Oui, alors la vue prend un peu plus de temps à se développer aussi. C'est jusqu'à 4 ans, je pense, à peu près, que le développement de l'œil se rapproche de celui de l'adulte. Mais aussi l'enfant, donc déjà les adultes ont une capacité intentionnelle assez limitée, mais les enfants encore plus. C'est pour ça qu'on voit que les enfants, ils ont tendance à sauter du coq à l'âne, ils vont jouer un petit peu 5 minutes à quelque chose, et puis hop, tout de suite, ils vont avoir assez, ils vont faire autre chose. Ça, c'est typique de l'enfant. Et les enfants aussi ont beaucoup plus de mal à réguler leurs émotions que les adultes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention au contenu de ce que les enfants perçoivent. Parce que pour un adulte, par exemple, une pression comme une pression de temps, si on joue à un jeu et, je sais pas, il y a une boule qui nous court derrière, et donc, enfin, qui roule
derrière nous et donc on doit se dépêcher pour faire une activité, ou s'il y a un compte à rebours qui arrive, on doit faire vite, ça peut être excitant pour un adulte parce qu'on est là, on doit faire vite. Pour un enfant, c'est une pression qui est très très forte en fait. Ah bon? Oui. Et c'est toutes les pressions comme ça pour un adulte, et donc que ce soit la peur dans les films d'horreur, etc. C'est pour ça qu'il y a les films où il y a de la tension. Il faut faire attention aussi de ne pas soumettre les enfants à des pressions psychologiques qui sont beaucoup plus difficiles pour eux à gérer. Ah, parce que Non, ouais, vas-y. excuse-moi, l'enfant réagit tout de suite au maximum de l'émotion parce qu'il n'est pas encore. Il a pas encore L'enfant n'a pas une maturité émotionnelle que l'adulte a, et la partie du cerveau qui régule les émotions, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Donc c'est vraiment la partie devant, juste derrière le front en fait, et c'est la dernière partie qui mature dans le cerveau. Elle est complètement Ah, mature à partir vers 25 ans. C'est pour ok. ça aussi que les adolescents ont tendance à avoir des comportements assez intenses, parfois à risque, aussi parce que leur cortex préfrontal n'est pas complètement mature. Et c'est pour ça que les parents doivent être là pour les aider, les accompagner, notamment avec les jeux vidéo, pour s'assurer qu'ils ne soient pas confrontés à des pressions qui sont difficiles pour les enfants et les adolescents à gérer. Mais aussi pour les aider à réguler leur temps de jeu. Parce que les adolescents, ils ont tendance à faire des choses en excès. Et sans les adultes qui sont là pour les aider, même nous en tant qu'adultes, on a tendance à faire ça. Par exemple, on va binge-watcher une série qu'on aime et on va faire on sait que c'est pas bien, on sait qu'on devrait aller sortir et faire autre chose, ou que Ouais, le lendemain on doit bosser, mais ça nous arrive, voilà, de de se nous laisser autoriser à souffler. aller parce que c'est plaisant, etc. Donc déjà, en tant qu'adulte, on n'est pas forcément très bon à faire ça, mais les adolescents, c'est encore un petit peu plus difficile. Donc, non pas qu'ils n'ont pas de contrôle, mais ils sont encore en apprentissage. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin des parents pour réguler. J'ai encore une question pour les enfants en bas âge. Qu'est-ce qui explique que le fait que quand on met un écran devant ou un film, ils sont captivés et ils ne font plus rien du tout à propos de l'histoire, ou alors qu'ils sont capables de voir le film Let It Go plusieurs fois? Oui, alors ça, il y a plusieurs éléments. Et les enfants aiment bien la répétition parce que ça leur permet de contrôler un petit peu leurs émotions, justement. Ok. Ah, ils Les savent enfants à quoi ont s'attendre, donc. Ok. exactement, notamment dans des films comme ça, des dessins animés qui sont un peu plus adaptés pour l'enfant que les Frozen, films ouais. pour adultes. Voilà, il y a des émotions quand même qui se passent. Un personnage peut mourir, ou il peut se passer quelque chose de dangereux, ou il peut y avoir des moments qui font un peu peur. Mais les enfants, ils ont besoin de s'entraîner à réagir à ces moments-là, parce que ça prépare à la vie adulte. Mais justement, les enfants aiment bien la répétition parce qu'ils savent ce qui viennent, et donc ça leur permet de vivre ces émotions dans un cadre sécurisé. Ils connaissent déjà la fin, par exemple, et donc c'est pour ça qu'ils aiment bien répéter, répéter, répéter. Mais oui, les enfants ont tendance à être absorbés par la lecture, ou par la télévision, ou par les jeux vidéo. Euh, Parce qu'encore une fois, ils sont complètement dans ces émotions-là, et ils n'ont pas forcément la maturité de régulation qu'un adulte peut avoir. Ils ne Mais peuvent pas s'en nous aussi, en tant détacher. qu'adultes, Ok. c'est plus difficile pour eux, on va dire. Et c'est pour ça qu'un enfant, un enfant en bas âge, s'il a une contrariété, il va se mettre par terre et crier parce que c'est trop c'est trop d'émotions pour l'enfant à gérer. Et il apprend à gérer ça au fur et à mesure qu'il grandit. Mais on voit bien que les enfants, je ne sais pas, on a décidé d'aller chez Disney et il fait moche et on décide de ne pas y aller. Pour un enfant, c'est horrible de ne pas faire ce qu'on avait prévu Oui, je sais, je sais. de faire. Voilà. Après, pour un adulte, peut être déçu, mais on arrive à passer outre. Mais pour les enfants, c'est beaucoup plus présent. Donc, c'est pour ça que les enfants ont tendance à faire des choses un peu dans l'excès. Mais encore une fois, l'adulte aussi peut faire ça. On peut être complètement pris dans un livre ou dans un jeu vidéo, même en tant qu'adulte. Voilà, ça arrive si c'est engageant. Si on est aussi dans ce qu'on appelle l'état de flow. Donc, un état de flow, c'est quand on est complètement absorbé, concentré dans une activité. C'est un état de conscience altéré qui nous procure du plaisir en plus. Donc, c'est quelque chose qu'on a tendance à chercher. On peut l'expérimenter quand on joue à un jeu vidéo, quand on joue de la musique, on peut être dans cet état de flow, ou quand on fait un métier qui nous passionne et qu'on confectionne quelque chose, ou que ce soit n'importe quoi. Hein. Et quand on est dans cet état de flow, on ne sent plus le temps qui passe.
et on a l'impression qu'il s'est passé 20 minutes, mais en fait, ça fait 2 heures qu'on est en train de faire un truc. On n'a même pas vraiment ressenti la faim. On n'a pas... voilà, les enfants peuvent aussi avoir ça. Et les adolescents, c'est ce qu'on voit souvent, les adolescents qui jouent aux jeux vidéo ont tendance à être aussi absorbés dans cet état de flow. Et donc, il faut les aider à apprendre à réguler ça. Donc, c'est pour ça que Comment on les c'est aide? pas forcément... déjà, c'est bien de discuter avec les enfants et les adolescents, savoir qu'est-ce qui leur plaît dans ce jeu-là, à quoi ils jouent. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas forcément à quoi leurs enfants jouent, ni à quel mode de jeu, parce que Fortnite, c'est pas du tout. Il y a plusieurs modes de jeu. Hein. Il y a un mode créatif, il y a un mode compétitif qui est le mode Battle Royale, il y a aussi un mode coopératif qui est voilà, Save the World, Sauver le monde sur lequel moi j'ai travaillé. Et pareil pour Minecraft, tous ces jeux-là, il y a plein de types de modes différents que l'enfant peut jouer. Il faut essayer de s'intéresser à l'enfant. C'est un peu comme si vous emmeniez votre enfant faire jouer du soccer ou du football ou n'importe quel sport. Vous vous intéressez à ce qu'il a fait. Alors, qui a gagné, quelle équipe a gagné, vous allez voir ses matchs. C'est important de considérer la même chose avec les jeux vidéo. Intéressez-vous, demandez à votre enfant qu'est-ce qu'il aime ou qu'elle aime dans ce jeu, avec qui votre enfant joue, parce que c'est important aussi de s'assurer qu'il n'y a pas de... Souvent, les enfants peuvent jouer à des jeux qui ne sont pas destinés aux enfants, et même les jeux destinés pour enfants ne sont pas toujours très bien protégés, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des adultes qui sont là, il y a des problèmes de pédophilie, enfin, c'est comme dans la vraie vie, hein, vous ne laisseriez pas votre enfant aller au parc sans vérifier qui est là, s'il n'y a pas des gens un peu louches, c'est pareil. Il faut aussi apprendre à naviguer le monde virtuel comme on apprend à naviguer le monde réel. Mais donc, discutez avec vos enfants, demandez-leur à quoi ils jouent, avec qui ils jouent, regardez, participez. Et c'est comme ça que ce sera plus facile, entre guillemets, je sais que ce n'est pas toujours facile, de réguler ce qui se passe. Parce que si vous savez, par exemple, que votre enfant va jouer et le match démarre, et si vous dites à votre enfant, ça y est, il est 7 heures, c'est l'heure de terminer le match, mais l'enfant est encore en train de faire son match, ça va être très difficile à gérer pour l'enfant de s'arrêter en plein match. Et en plus de ça, c'est pas dans le monde virtuel, c'est pas accepté de faire ça. C'est comme si on commence. On ne peut pas toujours se déconnecter en plein milieu. Non, mais c'est comme si on démarre un match de basket ou de foot ou n'importe quoi. En général, on va dire que le match va durer 45 minutes, mais peut-être que là, il se passe un truc de dingue et ça va durer 1 heure. On ne va pas dire à l'enfant, non, c'est 45 minutes et même si le match n'est pas fini, tu sors. Bon, tu arrêtes. Ok, c'est bon. Tu abandonnes tes amis et tu sors. Donc, c'est pour ça que ça peut être très difficile pour l'enfant de gérer ces émotions-là, parce que l'enfant ne comprend pas pourquoi je ne peux pas terminer le match, par exemple. Donc, si vous connaissez un petit peu comment fonctionne le jeu, qu'est-ce qui se passe, vous pourrez établir des règles, pas forcément plus souples, mais en tout cas plus appropriées par rapport au jeu que votre enfant joue, et que l'enfant puisse accepter ces règles aussi et comprenne, là on a dit que c'était fini, tu as fini ton match, non, maintenant c'est fini, maintenant tu viens manger, tu vas nous raconter ce que vous avez fait dans le match, etc. Donc ça peut aider, ça peut aider à faire cette discussion, parce que souvent, ce qu'on entend, moi j'ai des enfants aussi qui me demandent, mais oui, mais mes parents, ils ne me laissent pas jouer, etc. C'est une discussion qu'il faut avoir, c'est aux parents de décider est-ce que l'enfant est suffisamment mature pour jouer à tel ou tel jeu, mais c'est aussi important d'écouter l'enfant et de comprendre qu'est-ce qui leur plaît, dans quel jeu et avec qui ils jouent, pour avoir cette discussion. Et s'il dépense dans le jeu Oui, alors ça, c'est encore un autre problème. Donc, il y a le jeu lui-même et après, il y a le modèle économique du jeu. Donc, ça, c'est encore une autre couche. Tout ce que j'essaie de décrire sur le site. Ouais, non, mais ça, c'est souvent très complexe. Ouais, mais c'est un peu la différence entre les films La Guerre des Étoiles, les films Star Wars et le merchandising, donc tous les produits dérivés de Star Wars. C'est 2 choses différentes. On peut aimer le film et vouloir vous regarder le film 15 fois. Ouais. Mais après, on a la pression de « Ah, t'as pas le jouet machin » ou « T'as pas le nouveau truc Star Wars ». Okay. C'est pareil dans les jeux vidéo. On a le jeu lui-même, on a le match, etc., ce qui se passe avec d'autres, et on a les mécaniques de jeu et les règles du jeu. Et par-dessus ça, on a après le merchandising, donc on a le modèle économique en fonction des jeux et il peut être différent.
On a des jeux, on les achète, et une fois qu'on les a achetés, voilà, il n'y a plus rien à payer dedans. Mais de plus en plus, on a des jeux qui sont gratuits, donc free to play, où donc on peut jouer gratuitement, mais les studios de jeux doivent se faire des sous. Alors, la plupart des studios de jeux et des game designers et des gens qui travaillent dans le jeu vidéo sont des gens passionnés, hein, qui sont vraiment qui aiment leur métier, qui considèrent ça comme un art. Donc, il n'y a pas toujours comment on appelle ça, des mécaniques de monétisation qui sont prédatrices, comme on dit. Mais bon, ça peut quand même arriver, donc il faut faire quand même assez attention. Et ça peut être, par exemple, on laisse une personne jouer, et puis à un moment, maintenant, si tu veux continuer à jouer, faut payer. Ou tu peux jouer, mais si tu n'achètes pas tel truc, tu ne vas jamais vraiment gagner, parce que tu n'auras pas assez de puissance dans le jeu pour gagner. Ou ça peut être juste cosmétique, c'est-à-dire que tu peux jouer, si tu n'achètes rien, juste tu as le vêtement de base. Mais si tu veux avoir l'air cool, il faut payer pour avoir des vêtements. Alors, c'est normal que les développeurs de jeux soient payés pour faire Oui, ils ont fait un jeu pendant des années avec voilà. une trentaine de Après, personnes. il y a des pratiques qui sont plus ou moins éthiques. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Ce n'est pas que des jeux vidéo, ce n'est pas le jeu vidéo qui a inventé ça. Ce sont des pratiques qui viennent d'ailleurs, hein. Ce sont des pratiques commerciales. Et c'est à nous d'essayer de mettre un plat tout ça pour essayer de comprendre à quel moment c'est pas acceptable, à quel moment il y a un problème d'éthique et à quel moment c'est de bonne guerre entre guillemets pour que le studio survive et que les gens s'amusent. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois des pratiques qui sont soit qu'on appelle de dark pattern, donc on ne s'en rend pas compte qu'on souscrit à quelque chose et qu'on paye tous les mois, on s'en rend compte plus tard, soit des pratiques que moi j'appelle douteuses ou de shade Peur of de grey. manquer, Voilà, peur que alors le film disparaisse ou des choses comme ça. La FOMO, c'est la fear of missing out, le peur de manquer. C'est une pratique qui est utilisée tout le temps, hein. C'est le Black Friday, c'est sur la FOMO, hein. Ouais. En fait, c'est pas, encore une fois, c'est pas nous, c'est pas le jeu vidéo qui a inventé ça. Mais c'est à chaque fois où il y a quelque chose de dingue et c'est disponible que aujourd'hui ou que cette saison ou que cette semaine et voilà, il faut jouer longtemps ou il faut payer pour pouvoir l'avoir. Ça, c'est la FOMO. Quelle promotion, n'importe quel solde, c'est comme ça. Exactement. Donc, c'est encore une fois, hein, c'est pas nouveau. Ou les séries qui passaient à la télé, ou voilà. fallait pas rater un épisode pour voir. Oui, ou même un concert. Si on a un artiste qu'on aime beaucoup et ils font un concert, et en général, ils font un concert juste une fois, une journée ou 2 jours peut-être, c'est de la FOMO. C'est-à-dire que si on n'est pas là, on ne le verra pas. Mais souvent, on peut le voir plus tard, on peut l'acheter sur Internet, on peut le visionner plus tard. Donc, c'est pas la FOMO en elle-même qui a un problème, c'est que s'il n'y a pas de moyen de plus tard quand même pouvoir voir ce qu'on avait envie de voir, mais il y a des artistes qui ne laissent pas personne enregistrer leur performance. Donc ça crée encore plus la FOMO. Mais chez les artistes, on ne dit pas que c'est oh là là. Mais bon, tout est question de où est la limite et aussi est-ce qu'il y a une connaissance de ça. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que dans les jeux vidéo, c'est plus récent, les gens comprennent moins les mécaniques, ils comprennent moins ce qui se passe, ils comprennent moins comment les studios arrivent à être rentables. Et encore une fois, pour un enfant, l'enfant ne se rend pas compte, hein. Un enfant, surtout un adolescent, là, pour le coup, avoir la skin ou la danse qui va bien, c'est très important parce qu'on fait partie du groupe. Et si on n'a pas le bon... C'est moyen de s'identifier, d'être différent des autres groupes. Absolument. Et ça, c'est très important pour les adolescents. Mais on avait ça à notre époque. Moi, par exemple, si on n'avait pas les bonnes baskets de la bonne marque, on n'avait pas le bon blazer de la bonne marque, on n'était pas cool et on ne faisait pas partie du groupe. C'est pareil. Là, c'est pareil, sauf que c'est des vêtements virtuels. Et donc, il y a certains studios de jeux qui en profitent de ça pour mettre la pression sur des adolescents pour qu'ils jouent plus ou qu'ils achètent plus. Quand c'est des jeux pour adultes, on estime que c'est moins un problème. C'est comme le gambling, les jeux d'argent, on laisse les adultes le faire. Oui. Et c'est une pression. On sait que voilà, les jeux de hasard sont en général plus engageants.
mais on va laisser les adultes le faire en se disant, bon, bah voilà, c'est à l'adulte de réguler. Mais par contre, on doit être adulte pour pouvoir faire ces jeux-là. Voilà, c'est pareil. Je pense qu'il y a des pressions pour les adultes. La plupart des adultes arrivent à les réguler. Par contre, pour les enfants ou les adolescents, c'est plus difficile. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup plus de connaissances sur ces pressions-là, comment elles sont façonnées, comment ça fonctionne. Et moi, je trouve que ce serait bien qu'il y ait certaines régulations. C'est-à-dire que si le jeu est destiné à être joué aux enfants, il ne devrait pas avoir certaines pressions. Maintenant, il y a des jeux qui sont grand public et dont les enfants peuvent jouer. Il y a même des jeux, Fortnite, c'est un exemple, c'est un jeu qui est pour 12 ans et plus, et il y a plein d'enfants en dessous de 12 ans qui jouent. Ouais. Donc, encore une fois, c'est aux parents de décider. Mais ce qui est important, c'est de donner les bonnes informations aux parents. Parce que là, malheureusement, ce n'est pas encore assez transparent. Mais c'est pour ça que j'ai démarré l'initiative ethicalgames.org. Pour l'instant, c'est tout en anglais, mais c'est vraiment pour essayer de comprendre quelles sont les limites et à quel moment. C'est difficile pour un jeu parce que, comme je te disais au début, il y a des pressions. De toute façon, il y a des pressions psychologiques. Sinon, on appuierait sur un bouton et on a gagné. Ouais. Donc, on crée des pressions psychologiques pour tous les jeux, même les échecs, une pression, même une pression de temps d'ailleurs, souvent dans les échecs, parce qu'il faut être rapide pour jouer. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand cette pression est utilisée pour monétiser ou pour faire revenir les joueurs alors qu'ils n'avaient pas forcément envie de jouer à ce moment-là, parce que sinon, ils vont rater quelque chose de dingue. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on met la ligne. Et pour tout ce qui est divertissement, jeu et forme d'art, ce n'est pas aussi clair que pour un outil, par exemple. Et donc, avec Ethical Games, qu'est-ce que tu essayes de faire? D'établir une charte ou c'est... Ouais, c'est d'établir une charte éthique pour les développeurs de jeux vidéo, pour d'un côté avoir une meilleure expérience utilisateur pour les joueurs et que les joueurs ne soient pas exploités, mais aussi une meilleure expérience pour les travailleurs et les travailleuses du jeu vidéo, parce que ça le grand public ne sait pas, mais c'est pas du tout un milieu inclusif. Il y a beaucoup d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Il y a beaucoup Encore aujourd'hui? Ah oui, oui. Ok. C'est quand même un milieu assez difficile parce que, encore une fois, comme je te disais, c'est des gens qui sont passionnés, qui travaillent dans le jeu vidéo, et donc il y a des boîtes qui exploitent cette passion. Il y a plein de passionnés dans le cinéma aussi, mais bon. Oui, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Alors, la différence entre le cinéma et le jeu vidéo, c'est que souvent, dans le cinéma, l'équipe se forme pour un film. Ah oui. L'équipe se dissout et fait autre chose. Alors, dans le jeu vidéo, en général, c'est quand même un studio qui est là. Et donc, les gens vont être embauchés dans le studio. Mais ce qui peut arriver parfois, c'est qu'une fois que le jeu est terminé, les gens sont virés. Moi, j'ai fait plusieurs articles. Ouais, non, c'est assez violent parfois et c'est pas du tout un milieu inclusif. Il y a beaucoup de harcèlement, notamment envers les femmes. Il y a très peu de gens de couleur dans le jeu vidéo. C'est franchement très, très compliqué. C'est pas. Est-ce que ça change? Est-ce que ça progresse? Tu l'as vu au fur et à mesure des années? Ça progresse un tout petit peu parce que maintenant on en parle, mais il suffit de regarder un peu ce qui s'est passé à Ubisoft, à Blizzard, Activision, à Riot, Quantic Dream, il y a plein de scandales. Donc, c'est pas un milieu inclusif, encore une fois, c'est beaucoup des personnes blanches qui travaillent dans le jeu vidéo, c'est beaucoup des hommes. On estime à peu près qu'il y aurait 18 à 20% de femmes dans le jeu vidéo, mais il y a des boîtes où il y a 5% de femmes. C'est très compliqué. Donc, c'est le ethicalgames.org. C'est à la fois pour essayer de trouver des règles, en tout cas des zones à ne pas entrer, en gardant en tête que voilà, c'est du jeu, c'est du divertissement, donc forcément il y a des pressions psychologiques qui sont créées sur les joueurs, mais où est la ligne en fonction du type de joueur, de l'âge des joueurs et du type de jeu, et aussi quelles sont les limites pour les gens qui travaillent dans le jeu vidéo. Comment est-ce qu'on peut rendre le secteur plus inclusif? Pour les femmes et les filles qui voudraient faire comme toi, est-ce que tu leur conseillerais quand même de rejoindre l'industrie ou tu leur dirais non, c'est trop toxique ou pas? Je les préviens en fait. Il y a beaucoup de femmes qui me parlent ou des jeunes filles qui me disent qu'elles aimeraient travailler dans ce milieu-là. Je les préviens.
Je dis que ça s'améliore. En même temps, on a besoin d'elles. Oui, absolument. Si elles ne viennent pas, ça ne va pas va pas aller mieux. Mais il faut quand même. Donc, il y a plus en plus de femmes quand même qui y rentrent. Le problème, c'est que, encore, les postes les plus importants, c'est quand même majoritairement des hommes Donc, il faut qu'on ait plus de femmes dans les postes importants, qui soient CEO, qui soient la présidente, qui soient dans le board. Et on n'a pas encore assez de femmes à ce moment-là. Et je pense qu'une fois qu'on aura plus de femmes, et aussi différentes ethnicités, c'est quand même très, très blanc comme milieu. Donc, ça pourra peut-être aller mieux à ce moment-là, mais il faut y arriver. Mais il y a beaucoup plus d'organisations et de mentorat qui s'organisent justement pour aider les personnes dites marginalisées parce qu'elles ne sont pas représentées à avoir une voix et à avoir une place. Donc, il y a des choses qui se font, notamment dans Ethical Games, je liste quelques organismes qui aident. Et plus particulièrement dans le monde de l'UX, je ne dis pas que c'est forcément mieux d'un point de vue inclusion, il y a aussi quand même majoritairement des hommes blancs dans le monde de l'UX. Mais je sais, mais on a quand même dans notre ADN des facteurs humains cette idée de l'inclusion et de l'accessibilité. Donc on est parmi les mieux placés pour que ce soit plus inclusif. Malheureusement, c'est quand même pas le cas. Mais disons que c'est quand même une communauté dans l'UX et même dans l'UX pour les jeux vidéo qui est quand même beaucoup plus bienveillante et accueillante. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent et des gens qui s'entraident. Donc voilà, il y a plein de choses magnifiques à faire dans le jeu. Le jeu vidéo, c'est une forme d'art qui est vraiment très intéressante parce qu'il y a plein de corps de métiers différents qui travaillent ensemble. Donc, c'est très, très riche et c'est vraiment très intéressant. Par contre, voilà, c'est un milieu encore très masculin, encore très blanc, très occidental aussi. Qu'il faut un peu bouger. Et ça bougera s'il y a plus de personnes d'horizons différents qui rejoignent le jeu vidéo. Donc, j'encourage les gens à regarder, à venir et pas peut-être leur propre studio ou à tenter des choses. Oui, absolument. Alors, c'est dur de créer son propre studio en démarrant. C'est quand même assez compliqué, le jeu vidéo, parce que ça non plus, on n'en parle pas, mais la plupart des jeux vidéo échouent. C'est quand même assez difficile. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux vidéo proposés tous les ans. C'est dur de survivre dans une petite équipe. Alors, on parle de Fortnite, on parle de Minecraft, ces jeux qui font des milliards de dollars, mais la plupart des jeux échouent, les équipes sont démantelées, les studios ferment, c'est quand même assez rude, hein. C'est pas que des paillettes. D'accord. Donc, voilà, faut être conscient de ça, mais voilà, après, c'est comme le cinéma, hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire du cinéma, mais voilà, c'est dur, c'est pas évident d'arriver à percer dans ce milieu-là. C'est pareil pour le jeu vidéo. Ok, j'ai peur de te mettre en retard, mais j'ai encore plein de questions, comme tu le sais. Ouais, on va peut-être, on a presque 1h30, peut-être aller deux, trois dernières questions jusqu'à. Tu as des jeux à conseiller pour les personnes autistes? Alors ça dépend beaucoup de l'enfant. Je ne connais pas de jeu qui a Parce que c'est un spectre, l'autisme, donc il y a Absolument. plein de réactions. Absolument, ça va dépendre de l'enfant. Mais je sais qu'il y a quand même des associations qui... les jeux vidéo peuvent justement être pas mal pour les enfants sur le spectre, parce que justement, il y a ce côté de contrôle, de répétition. Et donc, moi, je sais que quand je travaillais à VTech, il y avait plusieurs personnes dont l'enfant était sur le spectre qui nous disaient qu'ils étaient contents parce que l'enfant arrivait à rester concentré sur le jeu, etc. Donc, ça va... Je n'ai pas entendu parler de jeux en particulier. Donc, je pense que ça dépend de l'enfant, mais il y a des associations quand même qui regardent ça. Donc, je pense que c'est relativement facile sur Internet de regarder ça. Par contre, il n'y a pas de jeux, à ma connaissance, qui ont été faits spécifiquement pour les enfants sur le spectre. Il y a un jeu, c'est-à-dire le premier jeu vidéo qui a été autorisé par la FDA, donc le Food and Drug Administration aux États-Unis, qui a été créé spécifiquement pour traiter les enfants avec le trouble déficit de l'attention. Oui, voilà. Ça j'en ai entendu parler.
Donc voilà, donc pour répondre à ta question, je n'ai pas entendu parler d'un jeu spécifiquement adapté Ok. pour les gens, pour les enfants sur le spectre de l'autisme. Par contre, j'ai vu beaucoup de parents dont l'enfant est sur le spectre qui partagent des informations sur certains types de jeux. Ok. Et c'était marqué dans un de tes écrits que les gens s'inquiétaient beaucoup en général à propos des jeux vidéo et que c'était très exagéré. Pourquoi est-ce que tu trouvais Oui, cela exagéré? alors, je trouve ça exagéré parce que vraiment, quand on commence à parler des jeux vidéo, c'est tout de suite on parle d'addiction, c'est tout de suite on parle de Oui, violence. Et donc, ça crée des espèces de panique morale où on a tendance à dire tous les jeux vidéo sont mauvais, on peut même pas jouer un petit peu, enfin, il faut absolument sortir de là, que c'est le diable, etc. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est exagéré. Après, bien sûr, comme je l'ai dit auparavant, il faut faire attention avec les enfants, les adolescents qui peuvent jouer trop longtemps. Mais après, c'est combien de temps c'est trop longtemps? Est-ce que si un enfant lit toute la journée, on s'inquiète parce que c'est trop Mhm. longtemps? C'est pareil avec les jeux vidéo. Il faut savoir encore une fois, ce que font les enfants dans le jeu. Est-ce qu'ils jouent tout le temps au même type de jeu? Est-ce qu'ils jouent sous-sol ou qu'ils jouent avec d'autres personnes? Est-ce qu'ils jouent à un type de jeu qui peut être avec des images un peu violentes ou jouer avec des adultes, donc à manipuler quand même des choses un peu difficiles à gérer pour les enfants? Par contre, on a aussi tendance, dès que l'enfant est passionné à faire quelque chose, on a tout de suite tendance à parler d'addiction. Ça aussi, c'est exagéré. Si vous avez un enfant qui est passionné par le basket ou par le football et qui joue beaucoup et qui s'entraîne beaucoup, on ne va pas dire ça. On ne va pas dire qu'il est addict au football. On va dire Oui, qu'il c'est est ça. passionné. Donc, il faut aussi avoir cette nuance. Un enfant peut être passionné par un jeu vidéo ou tout simplement avoir envie de jouer avec ses amis. Et si surtout pendant la pandémie, on était physiquement distants et donc pour avoir des relations sociales, bah, ça se passait en ligne. Mhm. Les jeux en ligne, c'est pas parce que c'est virtuel que la relation sociale est virtuelle, elle est réelle. Là, on est en train de parler réellement, toi et moi. On a une véritable discussion sociale et on a un échange social, Comme même téléphone. si l'outil, voilà, comme le téléphone, même si l'outil est virtuel, enfin, nous permet d'être ensemble virtuellement. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Les enfants, en général, jouent avec leurs amis. Et donc, évidemment, si leurs amis sont en train de jouer, ils ont envie d'être avec leurs amis. Tout est question encore de nuances. Maintenant, évidemment, si l'enfant euh, est tout le temps dans sa chambre enfermé, joue nuit et jour et que ça impacte son sommeil, évidemment que l'enfant ne doit pas jouer et que trop longtemps pour impacter le sommeil. Le sommeil, c'est très, très important pour l'enfant et l'adolescent, pour le développement du cerveau. Donc, ils ont besoin de dormir au minimum 8 heures par nuit pour les adolescents. Évidemment, s'ils jouent trop longtemps et qu'après ils sont trop excités, c'est comme si vous regardiez un film d'action avant d'aller vous coucher ou un film d'horreur. C'est un peu difficile de s'endormir après ça. Mon Dieu. Enfin, c'est pareil, si on joue à un jeu d'action, ben, oui, ça va être difficile de redescendre. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Et encore une fois, les adolescents sont moins bons que les adultes. Et encore, les adultes ne sont pas forcément bons à réguler ça. Mais évidemment, si vous voyez votre enfant s'isoler socialement. Là, pour le coup, si votre enfant joue, pas forcément avec d'autres personnes, mais reste sur un jeu et s'isole socialement, et donc pas forcément virtuellement, hein, c'est-à-dire que s'isoler socialement, c'est-à-dire ne pas échanger même virtuellement avec d'autres enfants. Si vous voyez que votre enfant est fatigué, qu'il ne fait pas ses nuits, ou que n'a plus autant de relations sociales avec vous, ne veut plus vous parler trop, ou ses notes chutent, bien évidemment que là, il faut s'inquiéter et il faut consulter. Mais c'est pas parce que l'enfant va être passionné, va vouloir jouer avec ses amis, va rester un peu longtemps à jouer aux jeux vidéo que c'est forcément inquiétant. Donc, c'est cette nuance-là qu'il faut avoir. Et il faut voir si l'enfant est en souffrance ou pas, ou utilise le jeu vidéo pour s'échapper. Par exemple, s'il y a eu un décès dans la famille ou quelque chose d'un peu difficile, la pandémie, hein, c'est difficile à gérer quand même. Donc, c'est ces choses-là auxquelles il faut faire attention. Quand tu parles de consulter, tu parles de consulter un médecin, un psychiatre, psychologue, Oui, tout? oui, oui, absolument. On doit démarrer par un psychologue pour enfants et à partir de là, voir ce que cette personne nous suggère. Ok. Non, il ne faut pas hésiter. Si vraiment il y a un souci, si vous voyez, bah, et par souci, c'est pas juste l'enfant est passionné, il joue et a du mal à quitter sa console Mais c'est quand sur vous, plusieurs quand vous semaines et l'appelez pour plusieurs aller mois que jouer. ça se voit, non? Voilà, oui, 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 c'est pas juste quelque chose qui arrive pendant une Pas juste un semaine. samedi Non, où il veille. Ok.
Exactement. Et encore une fois, si vous voyez qu'il y a un impact négatif dans sa vie, donc dans sa vie sociale, dans sa vie familiale, dans sa vie scolaire et pour le sommeil. Donc ça, c'est ça surtout qu'il faut regarder. Ah, ok. Ouais, c'est très Mais intéressant. jeux vidéo ou pas jeux vidéo, hein. Oui, oui. Livre, Un film. enfant qui passe toute sa journée à lire et ne socialise pas et a des problèmes à l'école ou de repas, c'est tout aussi inquiétant. Mhm. Et en parlant donc de livres, je sais que tu es auteur de livres. Et qu'est-ce que tu as écrit? Alors, j'ai écrit plusieurs livres aujourd'hui. Le premier s'appelle Dans le cerveau du gamer, donc, qui a été traduit en français par mes soins. Ça, c'est un livre plutôt professionnel, donc c'est assez gros. Ça parle du développement de jeux vidéo et comment on applique l'UX. Donc, je parle de sciences cognitives et toute une partie sur comment fonctionne le cerveau. Donc, ça, cette partie-là peut être intéressante pour tout le monde. Après, je prends beaucoup d'exemples dans le jeu vidéo, donc c'est quand même c'est un livre professionnel, hein, donc c'est destiné aux développeurs de jeux. Euh, Même Après, j'ai moi, de ce que j'ai lu, les exemples dans le jeu vidéo, j'aimais beaucoup voir, par ouais, exemple, la table qui était dans Resident Evil, qui faisait reculer le joueur oui, pour pas c'est ça. qu'il s'échappe du zombie facilement. Exactement. Bah, ça, c'est un exemple de friction qu'on ne va pas forcément retirer parce que c'est un jeu d'horreur et donc on veut que le joueur soit dans un Ah, j'arrive pas à bouger, il y a une table qui m'empêche de m'échapper. C'est ça, Voilà, c'est donc il y un a plein exemple. d'exemples, et puis même en tant que gamer qui se passionne pour ça, c'est intéressant. Absolument. Donc, mais après, voilà, c'est quand même un Oui, livre à la base c'est pointu. destiné pour les professionnels. J'ai écrit 2 livres après ça qui sont beaucoup plus petits et là, pour le coup, beaucoup plus grand public. Alors, il y en a un qui s'appelle The Psychology of Video Games, qui Mhm. malheureusement n'est pas traduit en français. Je n'ai pas les droits, donc je ne peux pas le faire moi-même. Donc, il faut que j'attende que quelqu'un veuille bien le traduire en français. Là, pour le coup, ça parle, c'est beaucoup plus grand public, hein, c'est 100 pages, c'est beaucoup plus accessible, approchable. Et ça parle, il y a une partie qui parle comment on utilise l'UX et la psychologie pour développer les jeux. Et il y a une autre partie qui explique quel est l'impact des jeux vidéo sur la psychologie, donc sur les joueurs. Donc justement, on démêle un petit peu, je montre les effets potentiellement négatifs, dans quel cas c'est négatif, etc. Donc c'est vraiment un exposé de la recherche, où est-ce qu'on en est en ce moment. Et le dernier livre que j'ai écrit, c'est What UX is really about. Et là, je viens de terminer la traduction en français. Donc en français, ça s'appelle L'UX, c'est quoi exactement? Et ça va être publié chez Duno d'ici juin, je pense mai ou juin. Et C'est pas celui-là, disponible au Québec, au Canada? oui, oui, normalement, oui. Ok. Celui-là, c'est pour parler de l'UX, pas du tout dans les jeux vidéo. Donc, je parle vraiment très peu du jeu vidéo pour le coup, mais c'est vraiment pour expliquer c'est quoi l'UX, à quoi ça sert, pourquoi on a besoin de ça. Et donc, ça, pour le coup, c'est pour tout le monde. Et pour les gens qui créent des produits, peu importe ce que vous faites dans la création de produits, ça peut être intéressant pour vous de comprendre pourquoi il faut se mettre à la place des utilisateurs. Mais aussi en tant qu'utilisateur de produits, c'est aussi intéressant de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi on devrait exiger à des gens qui créent des produits pour nous, qu'on prenne en compte l'expérience utilisateur. Parce que, encore une fois, on est les experts et expertes en UX sont là pour défendre les utilisateurs et pas défendre nécessairement les clients. Et Mhm. quand on réfléchit à des plateformes comme Facebook, ou les personnes de plateformes de réseaux sociaux de façon générale, l'utilisateur n'est pas forcément le client. Le client de Facebook, c'est les gens qui achètent Ah oui. les publicités qui vont être sur notre mur. Ça, ce sont les clients. Nous, les gens lambda qui utilisent Facebook, on est des utilisateurs, mais on n'est pas les clients. Souvent, la grande majorité des gens qui utilisent Facebook ne payent pas. Ouais. Mais par contre, leurs données sont utilisées par les clients. Et donc, nous, on est là, les personnes en UX sont là pour défendre les utilisateurs. Voilà. Donc, c'est important D'accord. de comprendre comment tout ça fonctionne pour exiger plus d'éthique en technologie et même dans tous les produits, et pour défendre les utilisateurs et défendre nos intérêts et défendre l'inclusion. Donc, 3 livres. Psychology of Gamers, UX, c'est quoi Ouais, exactement? Et dans le ouais. cerveau d'un gamer. Je Dans le mettrai les cerveau, liens dans les dans descriptions. le cerveau du gamer. Ouais, c'est les 3 livres. Je viens de sortir un autre livre en coédition. Encore? Ouais, c'est ça. Là, pour le coup, Productive. c'est très, très professionnel. Ça s'appelle Game Usability. Ça ne sera pas traduit en français. Et c'est un énorme bouquin collaboratif avec plein de gens qui participent. Et là, c'est vraiment plus pour Professionnel. expliquer c'est quoi l'utilisabilité dans le jeu vidéo. Ah, ok. Ça, Donc, il y en le a tout pour tout le dernier. monde.
Il y en a pour tout le monde. Il y a un livre pour tout le public. Non, les miens pour le grand public sont des petits livres faciles, normalement faciles à lire. Je me suis efforcée de vulgariser tout ça, justement pour mettre ça dans les mains de tout le monde et que les gens comprennent un petit peu comment sont faits les jeux vidéo et comment sont faits les produits en technologie. Et voilà pourquoi ces questions d'inclusion et d'éthique sont importantes. Ok, super. Si les gens veulent suivre ton actualité, quel est le réseau social que tu préfères? Moi, je préfère Twitter. Ok, Donc, je mettrai le lien donc. Ouais, je suis très active sur Twitter, je suis aussi sur LinkedIn. Après, je suis quand même assez sollicitée de plus en plus. J'essaie de répondre à tout le monde, mais j'ai pas toujours C'est juste s'ils généralement veulent tout le voir tes temps. conférences ou s'ils veulent voir Oui, alors j'ai un site l'actualité. internet aussi que je suis en train de traduire. Il faut que je finalise la traduction en français parce qu'elle a été faite automatiquement et donc il y a plein de trucs qui sont un peu bizarres, comme tu l'as vu toi-même. Il faut que je fasse une passe dessus, mais c'est liaaudan.com. C'est là où il y a tout en fait. Il y a tous mes bouquins, il y a toutes les conférences que je fais. Il y a pas mal d'articles et je suis en train de le traduire. Donc là, je pense que d'ici une semaine ou deux, ce sera finalisé en français. Là, pour l'instant, c'est du français un peu bizarre, mais bon, c'est en cours. Ok, donc Twitter, c'est Célia Audan aussi? Ouais. Pareil, ok. Et t'as pas d'outils pour publier sur Facebook, Twitter et LinkedIn en même temps ou c'est à chaque fois un public différent aussi? Alors, je ne publie pas sur Facebook. J'ai encore un profil Facebook, mais j'ai des gros problèmes éthiques avec Facebook. Ah oui, ok. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas trop présente sur Facebook. Enfin, j'ai un profil, mais j'y vais rarement. Et donc, du coup, non, je ne poste plus. Avant, j'avais un outil qui, quand je postais sur Twitter, ça postait automatiquement sur Facebook, mais ça ne marche plus. Donc, je Ok. poste surtout sur Twitter et LinkedIn. Mais j'ai différents contenus sur Twitter. Je discute de plein de trucs. Je discute aussi de choses au dehors des jeux vidéo. Je discute pas mal de politique, d'inclusion, Ah, ok. des choses comme ça. Sur LinkedIn, je reste plutôt sur des choses sur le jeu vidéo, les conférences, des trucs comme ça. Ok, donc vous pourrez suivre toute l'actualité de Célia de cette manière. Oui, je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, Moi, c'est comme ça que je t'ai remarqué. bah écoute, tant mieux. Et comme je suis sûr que plein de monde te connaissent grâce à ça. Au fur et Bah, à mesure, ils se le j'ai partagent. Regarde, ah, ça, c'est ça. bah oui, j'espère surtout diffuser les connaissances en UX et parler de plus en plus de ce genre de choses et parler d'éthique et d'inclusion. Ça me tient vraiment à cœur. De vulgariser aussi les biais cognitifs, qu'on ait plus conscience de nos biais et qu'on accepte qu'on ait des biais. C'est OK d'avoir des biais, on les a tous, mais il faut qu'on les regarde en face pour qu'on puisse améliorer la société pour tout le monde et pas juste pour un petit groupe de personnes. Que ma Comme on peut psychologue n'arrête pas de considérer. me répéter. Voilà. Tous les biais, la généralisation, l'exagération. Exactement, le biais de confirmation, enfin tous ces biais-là, c'est fascinant, ça fait un peu peur de voir tous les biais qu'on a, mais c'est important de les regarder en face. Mais ça nous permet aussi de comprendre pourquoi la recherche scientifique est si difficile. Et c'est parce qu'on a tellement de biais qu'il faut qu'on contrôle tout ça et que c'est pas évident. Donc c'est pour ça il faut que ce soit très très rigoureux et qu'on ne doit pas faire de science sur les réseaux sociaux, que ça se faire dans un laboratoire, dans certaines conditions. Il faut que ce soit ouvert, on appelle ça la open science. Il faut qu'on ait les données accessibles à tout le monde. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est un problème dans l'académie, dans les milieux académiques. La science n'est pas encore assez open science et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de problèmes aujourd'hui où certaines études n'ont pas été faites de façon très standardisée, ou il y a aussi de la corruption en science, comme on en a partout. Donc c'est Oh, quelque ok. chose aussi qui est très important de nettoyer tout ça. Et il y a beaucoup de scientifiques on appelle ça le open science, donc ils prônent le open science, et donc il faut défendre le open science si on veut pouvoir avancer. Surtout qu'on a des questions très très compliquées aujourd'hui dans notre monde. On a bien sûr le changement climatique et il va falloir qu'on résolve ça et qu'on y soit tous ensemble et qu'on ait des bonnes données. Donc pour ça, on a besoin d'une bonne science et on a besoin de politiques qui écoutent la science et qui ne fassent pas de décisions politiques, mais qui prennent maintenant des décisions qui vont améliorer la planète pour l'ensemble de l'humanité. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Waouh. Je fais une petite tangente, mais tout ça, c'est lié en fait. Non, mais c'est sûr. En tout cas, il y a beaucoup de travail à faire, hein, c'est sûr. Oui, à ça, c'est sûr qu'il n'y a pas le temps de m'ennuyer. Et voilà, c'est pour ça que j'ai besoin d'aide. Et que plus de personnes comprennent ces enjeux et comprennent à quel point c'est compliqué et que c'est systémique. Et voilà comment arriver à démêler tout ça, mieux ce sera. Donc, on a besoin de tout le monde pour ça.
Merci beaucoup, Célia. Merci pour ton temps, pour Merci, tes Marc. réponses. Si vous souhaitez en savoir plus sur son travail, son expertise, je vais mettre tous les liens, les réseaux sociaux, les livres. Tout va être sur YouTube et sur mon site écranpartagé.ca. Donc, merci, Célia, et à Merci bientôt. encore et merci à tout le monde qui a suivi la conversation. Au revoir.